Bonjour à tous, merci de nous retrouver pour ce nouveau webinaire GRISB dédié à l'investissement dans les SCPI, les sociétés civiles de placement immobilier. Vous êtes nombreux depuis quelques temps maintenant à nous poser des questions autour de la position adoptée et des éventuelles opportunités d'investissement à regarder dans le contexte actuel que nous vivons avec une hausse rapide de l'inflation. L'INSEE, d'ailleurs, ce matin a annoncé une inflation annuelle de l'ordre de 5,8%, une remontée des taux également, et puis une forte volatilité des marchés. Donc c'est compliqué aujourd'hui de se positionner. Et puis au regard de ce contexte, on peut donc légitimement se poser la question si les SCPI représentent un intérêt particulier. Et nous avons la chance aujourd'hui, pour nous permettre d'obtenir un éclairage par rapport à cette question, d'accueillir trois experts de cette thématique. Qui ont des prismes différents et complémentaires. Trois experts partenaires de GRISB. Merci à tous les trois, Pauline, Thierry et Pierre-Antoine, d'avoir accepté notre invitation. Je vais d'ailleurs tout de suite vous laisser la parole pour vous présenter. Pauline, si tu veux bien commencer. Oui, bonjour à tous. Merci pour l'invitation. Je suis ravie d'être avec vous. Donc moi, je m'occupe du développement d'Alderan. Je suis arrivée début 2018 pour développer la partie grand public, dont on parlera ensuite, on fera un focus sur Activimo, qui est la première SCPI entièrement dédiée aux locaux d'activité et à la logistique urbaine. Merci, Pauline. Thierry? Bonjour à tous, ravi également d'être parmi vous pour aborder ce sujet ô combien important et toujours d'actualité. Donc intéressant. Moi, j'ai rejoint Arial donc en novembre dernier pour conduire toute la nouvelle politique en matière de distribution. Et Arial, en fait, est un acteur qui ne sait faire qu'une chose, c'est travailler sur l'univers de la santé, mais toute la santé. Parfait. Merci Thierry et Pierre-Antoine. Bonjour à tous, ravi d'être avec vous également. Donc je suis directeur du développement et associé d'Iroko, qui à ce stade ne fait qu'un seul véhicule, une SCPI, qui s'appelle Irokozen. Parfait. Donc, chers participants, vous le savez, pour certains d'entre vous, vous avez la possibilité de nous poser des questions. Par écrit, n'hésitez pas à nous poser des questions. On tâchera d'y répondre, notamment à l'issue des interventions de nos experts. Ça génère de l'interactivité, puis ça intéresse beaucoup de monde. Donc, en tout cas, merci par avance pour cela. On va démarrer avec toi, Pierre-Antoine. Avant de rentrer justement sur les thématiques que vous adressez les uns les autres, peut-être prendre un petit peu de hauteur. Est-ce que tu peux nous éclairer justement sur les SCPI, sur son marché, sur le positionnement des SCPI en particulier? On parlait du contexte tout à l'heure, dans le contexte dans lequel nous vivons et je dirais même que nous subissons aujourd'hui. Ok, avec grand plaisir. Est-ce que vous voyez tous bien les slides? Elles sont assez lourdes, donc... Oui, on voit bien. C'est parfait. Merci Pierre-Antoine. Effectivement, comme tu l'as dit, Maxime, on entend beaucoup et on lit beaucoup de choses très, très anxiogènes aujourd'hui, notamment dans la presse, inflation, hausse de taux, pénurie de matières premières. On voit les dégâts que ça fait sur beaucoup de classes d'actifs et notamment les actions, les obligations. Rien n'est épargné au final. Et il est logique donc de se poser la question sur l'immobilier. Donc là, on va se concentrer sur le premier graphique que vous voyez, Thierry, sur 10 ans glissant en immobilier. Pourquoi? Parce qu'on va se demander, est-ce que l'immobilier est trop cher? Est-ce qu'on va connaître une baisse de valeur comme on peut le connaître sur les actions, sur les obligations, dans les mois et les années à venir? Alors, avant toute chose, et je pense que mes camarades ne diront pas le contraire, on n'a pas de boule de cristal, bien difficile de prévoir l'avenir. Et quand on parle d'immobilier, on parle de plusieurs types d'immobilier. En fait, il y a plusieurs marchés dans le marché. On ne parle pas d'une seule classe d'actifs. L'immobilier qui va nous intéresser ici, c'est l'immobilier d'entreprise. Que ce soit Alderan, je parle en mon nom, excusez-moi, mais Alderan, Eurial ou Iroko, on va tous vous parler d'immobilier d'entreprise, ce qui signifie au final l'achat, la vente, la location d'immobilier utilisé par des sociétés, au final par opposition à l'immobilier résidentiel qui concerne l'habitation. Donc, il y a plusieurs classes d'actifs dans l'immobilier d'entreprise. Il y a le bureau, il y a les commerces, où il y a encore la logistique qui est largement bien représentée aujourd'hui par Alderan. Et en fait, subtilité montrée par ce graphique, il y a des décorrélations
Ah, la slide a sauté. Voilà. Il y a des décorrélations entre ces classes d'actifs, parce que ce n'est pas parce que, je prends un exemple concret, le marché de l'immobilier de bureau va baisser que la performance de la logistique va baisser. Et ça, c'est sans compter aussi sur des décorrélations géographiques, puisqu'une SCPI, au final, par nature, peut investir dans plusieurs pays, pas uniquement en France, et tous les pays ne sont pas corrélés entre eux. Le marché allemand, par exemple, ne se comporte pas de la même manière que le marché français. Une fois qu'on a dit ça, on revient à nos moutons, donc sur la hausse de taux, sur l'inflation. Qu'est-ce que vont être les impacts au final sur les actifs des SCPI et sur les loyers? Comme on l'a vu ici, on parle d'immobilier d'entreprise, pas de biens résidentiels. On a donc des baux commerciaux et on encaisse des loyers d'entreprise. Grosse différence, pourquoi? Parce que entre le bail commercial et le bail résidentiel, il y a de la refacturation de charges. On parle d'inflation des taxes, des impôts locaux, on parle du fait que ça va peser au final sur la rentabilité. En immobilier d'entreprise, donc, on peut refacturer aux locataires, sauf le gros œuvre évidemment, qui reste à la charge du bailleur. Donc, l'impact n'est absolument pas le même. De plus, les SCPI sont des véhicules gérés par des professionnels, vous en voyez 3 aujourd'hui devant vous, qui structurent donc le véhicule en utilisant également de la dette. Et le coût de la dette que l'on a aujourd'hui, il est bas aujourd'hui, encore bas. Et tout ce coût qui aura été embarqué à taux fixe ne fera que baisser si les taux augmentent, toutes choses égales par ailleurs. Maintenant, si on revient au taux, quand on parle de rendement d'immobilier, on compare toujours 2 courbes. C'est l'OAT 10 ans, c'est-à-dire l'emprunt d'État à 10 ans, c'est-à-dire l'actif sans risque en fait, et le rendement immobilier Prime Paris. Alors, c'est quoi l'immobilier Prime Paris? C'est le plus bel immobilier commercial à Paris. Typiquement, j'achète l'Apple Store sur les Champs-Élysées. Et en fait, on compare ces 2 courbes pour savoir si l'immobilier est trop cher. Et on regarde l'écart qu'il y a entre l'OAT 10 ans, l'actif sans risque, et l'immobilier de rendement Prime Paris. Et plus l'écart, qu'on appelle également prime de risque, est bien rémunéré, donc plus il est gros en fait, plus on rémunère le risque ou même les risques pris sur l'immobilier. Pourquoi? Parce que l'immobilier, quoi qu'on en dise, même si c'est une valeur considérée comme refuge, il y a des risques. Risque de liquidité, risque du locataire, risque de perte en capital. Or, pendant 10 ans, qu'est-ce qui s'est passé? On le voit un petit peu sur la courbe, donc sur le graphique, le deuxième graphique. Les taux n'ont cessé de baisser. Et pourtant, la prime de risque, même si l'immobilier est devenu de plus en plus cher, vous l'avez tous vécu, elle s'est toujours maintenue autour des 200 bips, c'est-à-dire les 2% à peu près. Et même si ces taux ont tendance à remonter, on le voit on le voit pas trop sur ce graphique parce que malheureusement, il a arrêté à fin 2021, mais en tout cas, aujourd'hui, en OAT 10 ans, on est plutôt autour des 2,40. La prime de risque est bien rémunérée, donc ça veut dire qu'on considère encore que l'immobilier doit donner plus de rendement que l'OAT 10 ans. Or, qu'est-ce qui s'est passé dans les années 90? Et c'est là où on peut se poser la question de est-ce qu'on ne va pas vivre la même chose? On attendait dans les années 90 que l'actif sans risque donne plus de rendement que le meilleur immeuble de bureau, l'Apple Store sur les Champs-Élysées, ce qui était absolument illogique. Et forcément, il y a eu un besoin de liquidité. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu un effondrement des prix parce que c'était justement illogique. Maintenant qu'on a dit tout ça, sur le graphique 3, je pense que c'est toujours utile de se dire qu'il ne faut pas oublier ce qu'est une SCPI. Une SCPI, au final, c'est un produit de rendement. Ce n'est pas un produit de plus-value. En fait, on a été un peu mal habitué et on a un peu oublié justement par l'effet des banques centrales qui étaient accommodantes en faisant marcher la planche à billets avec un taux qui mécaniquement faisait gonfler le prix de l'immobilier, qui suffisait d'acheter un immobilier il y a 5 ans par exemple, de croiser les bras et de le revendre avec une plus-value 5 ans après. Ça, ce monde, a priori, et encore une fois, je n'ai pas de boule de cristal, il semble révolu. Et il faut se rappeler qu'une SCPI, donc, est avant tout un produit de rendement qui va donner du loyer. Et c'est un produit de rendement qui s'appréhende sur du très long terme. Enfin, du long terme, je ne vais pas dire très long terme, mais au moins 10 ans. Donc, au final, est-ce que la SCPI est chère? Est-ce que la SCPI est une bonne classe d'actifs? Est-ce que l'immobilier est une bonne classe d'actifs? Oui, c'est une bonne classe d'actifs. Est-ce que c'est le bon investissement? Ça, encore une fois, pas de boule de cristal. Difficile d'avoir une réponse magique. Mais néanmoins, si on prend une durée de détention longue, là en l'occurrence sur le graphique 4, sur 15 ans, qui nous a quand même fait connaître quelques périodes un peu chahutées, on voit que le couple rendement-risque d'une SCPI
est globalement imbattable quand il s'appréhende sur le très long terme, par rapport à d'autres classes d'actifs que sont les actions, les obligations, etc. C'est bon pour moi. Parfait. Merci beaucoup Pierre-Antoine pour cette introduction et le rappel des fondamentaux, je pense, était nécessaire. C'est important. Effectivement, le contexte évolue, mais les fondamentaux restent et il faut les conserver en tête. Pauline, je vais te donner la parole. J'ai hâte de savoir ce que tu vas nous dire, notamment sur le marché de l'immobilier logistique. Je répondrai à vos questions en même temps, effectivement. J'ai 10 minutes ou un quart d'heure maximum pour vous parler d'Activimo. Mais avant de vous parler d'Activimo, je vais d'abord vous parler de la société de gestion qui a conçu et développé ce produit, parce que vous allez comprendre qu'on ne l'a pas développé par hasard et qu'on n'a pas été totalement opportuniste, on n'avait pas de boule de cristal. Et ensuite, je vous parlerai de la classe d'actifs qui est importante. Donc, l'histoire d'Alderan, en fait, c'est l'histoire d'une rencontre de deux entrepreneurs du domaine de la logistique. Les slides ont sauté, on va y arriver. Du domaine de la logistique, en l'occurrence, le fondateur de Novalliance, qui était une des plus grosses plateformes françaises de transport et de logistique, et son directeur immobilier de l'époque. Et de leur rencontre au sein de Novalliance, leur est née l'envie de collaborer. Ils ont créé leur foncière, qui était un family office immobilier. Et en fait, l'histoire d'Alderan, c'est l'histoire d'une success story. Au départ, on développait des club deals pour une clientèle type family office ou un peu institutionnelle. Et puis, au fil du temps, on a voulu s'ouvrir sur des marchés différents. Évidemment, nos club deals, au départ, étaient consacrés à la classe d'actifs activité logistique et pour cause, puisqu'on a été entrepreneur dans ce domaine avant d'être investisseur. Et globalement, un jour, on s'est rendu compte, en l'occurrence en 2015, que chez chez Ogirel, on faisait déjà l'asset, le property, la gestion locative et la comptabilité de nos fonds, et que la seule chose qui nous manquait, c'était une société de gestion pour abriter nos OPPCI, qui avait commencé à être développée en 2011. Donc, on a créé notre société en 2015. Tous les salariés de chez Ogirel ont basculé chez Alderan. Donc, c'est une société de gestion qui est jeune, certes, mais qui a une expertise historique puisqu'elle remonte à 2000 déjà. 2017, on a obtenu un agrément AMF. Et l'idée et l'objectif d'après, ça a été de faire bénéficier le grand public de notre savoir-faire historique sur une classe d'actifs qui, à l'époque, était encore boudée et peu connue des investisseurs classiques et traditionnels. C'est comme ça qu'est né le projet de lancer Activimo, première SCPI entièrement dédiée aux locaux d'activité à la logistique urbaine. Quand je vous dis qu'on a eu le projet d'Activimo en 2017, c'est pas faux, puisque je suis arrivée tout début 2018 pour lancer la partie grand public qui n'existait pas. Et pour des raisons X ou Y, on n'a pu lancer Activimo que le 11 septembre 2019. Et quelque part, bien nous en a pris, puisque heureusement ou malheureusement, le Covid est arrivé par la suite. Et on va voir ensuite que la crise sanitaire a permis de mettre en lumière la classe d'actifs phare d'Activimo. Et parce qu'on ne fait pas on ne développe pas que des SCPI, mais aussi des club deals, on a lancé un premier club deal intermédiaire en 2021 qui s'appelait Vadora, lui aussi dédié au transport et à la logistique, puisque vous avez compris que chez Alderan, la classe d'actifs activité logistique est une classe d'actifs qui est quand même importante, voire fondamentale aujourd'hui. Alors, Alderan, en résumé rapidement, 22 ans d'expérience, c'est un peu plus de 800 millions d'encours sous gestion. On espère passer le milliard d'encours à la fin de l'année. Aujourd'hui, c'est 29 personnes et on devrait finir à environ 35 à la fin de l'année. Quand je suis arrivée, on était 12. Donc, vous voyez qu'on fait face à un fort développement, mais qu'on essaie d'accompagner ce fort développement de façon maîtrisée. Vous voyez aussi qu'on a pas mal de locataires. Je voulais juste faire un point sur les locataires. Tout est géré en interne parce qu'on considère que la gestion locative participe à la valorisation de nos actifs. Dernier chiffre, je voudrais aussi vous dire qu'aujourd'hui, il y a plus de 2/3 de nos encours sous gestion qui sont consacrés à la classe d'actifs activité logistique. Donc, ce n'est pas juste un effet marketing. Si je vous parle maintenant du marché de la logistique, chez Alderan, on considère que la classe d'actifs activité logistique est une classe d'actifs qui est à la fois différenciante, porteuse et rentable. Sur le côté différenciant, quand on se lance en 2018, il faut que vous ayez en tête qu'il y avait à peine 2 milliards d'euros qui étaient investis chaque année sur cette classe d'actifs et qu'il y avait environ 8% des investissements en immobilier tertiaire qui étaient consacrés à cette classe d'actifs. En 2021, c'est un peu plus de 6 milliards d'euros si j'ajoute la partie industrie. Et on remarque qu'il y a près d'un quart des investissements sur cette classe d'actifs qui sont faits, on remarque qu'en fait, il y a un quart des investissements en immobilier tertiaire qui sont consacrés à cette classe d'actifs. On remarque donc que la crise sanitaire a mis en lumière le caractère stratégique de cette classe d'actifs,
d'où un intérêt croissant de la part des investisseurs. Pour autant, c'est une classe d'actifs qui est encore peu présente dans le portefeuille des clients particuliers. Elle intéresse plutôt les institutionnels. Elle commence à intéresser les clients particuliers. Et donc, on considère que c'est une classe d'actifs qui reste différenciante et qui fait sens dans un portefeuille d'allocation d'actifs. Je suis désolée, les slides sautent. C'est une classe d'actifs qui est également différenciante parce qu'en fait, la logistique repose sur des fondamentaux de marché qui sont un peu différents des autres classes d'actifs. En général et de façon assez grossière, pour savoir si le résidentiel marche, on va regarder plutôt la croissance démographique. Pour savoir si les commerces vont bien, on va regarder plutôt la consommation. Sur le bureau, on va regarder plutôt le taux d'emploi hors période crise sanitaire. Et bien, pour la logistique, sur la partie B2C, on va regarder la part du e-commerce dans le commerce. Et ça, on voit qu'il y a une part qui est croissante. Et sur la partie B2B, c'est plutôt la croissance. Et donc, en fait, l'idée d'investir sur une classe d'actifs différenciante, c'est de se dire que, en fonction de comment les marchés fonctionnent, vous pouvez avoir une classe d'actifs qui va se comporter un peu mieux que d'autres classes d'actifs et inversement en fonction des cycles économiques. Sur le côté maintenant porteur, eh bien, la classe d'actifs logistiques repose sur un secteur clé qui est le e-commerce. C'est une tendance forte. Avant la crise sanitaire, il y avait 10% des investissements, il y avait 10% des achats qui se faisaient via Internet. Post-crise sanitaire, il y a 15% des investissements qui se font via Internet. Et on pense que c'est une tendance forte et que ça pourrait être près de 30% dans les années qui viennent. Chiffre d'affaires du e-commerce, plus de 130 milliards d'euros en 2021. Aujourd'hui, la France a le deuxième chiffre d'affaires au niveau européen et le 6e au niveau mondial. C'est la première fois que la France est en tête dans tous les classements. Et enfin, sur le côté rentable, eh bien, historiquement, la classe d'actifs activité logistique a apporté des TRI largement haute fourchette à ses investisseurs. D'ailleurs, je reconnais le graphique qu'a utilisé Pierre-Antoine ensuite, qui sont des chiffres de l'IEIF. Effectivement, les TRI en logistique étaient largement au-dessus des autres classes d'actifs. En revanche, aujourd'hui, on doit vous apporter des précisions. On se rend compte que les taux de rendement sur cette classe d'actifs ont pas mal baissé parce que c'est une classe d'actifs qui intéresse de plus en plus. En revanche, quand on regarde les taux de rendement, il faut regarder à la fois les loyers et les valeurs des actifs. Et en fait, on remarque que ce sont plutôt les valeurs des actifs qui ont énormément augmenté depuis 2 ans, mais que les loyers, eux, sont restés plutôt flat et n'ont pas beaucoup augmenté. Si je regarde les loyers prime en France, on se rend compte qu'ils sont 2 fois moins élevés qu'en Allemagne et pratiquement 3 fois moins élevés qu'au Royaume-Uni. Ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut dire qu'aujourd'hui, quelque part, investir sur la classe d'actifs logistiques, c'est accepter d'acheter des actifs qui sont un peu plus chers qu'il y a 2 ans. En revanche, c'est se positionner sur la hausse potentielle des loyers à venir parce qu'en fait, on s'attend à une explosion des valeurs locatives sur cette classe d'actifs due à un fort développement du e-commerce et à un fort besoin sur la classe d'actifs activité logistique. Il faut savoir que les taux de vacances sur la classe d'actifs logistique urbaine sont de moins de 2%, ce qui est extrêmement faible. Et donc, on s'attend vraiment à une explosion de ces valeurs locatives. Ce qui veut dire qu'on estime qu'il n'y a pas de bulle aujourd'hui sur cette classe d'actifs-là. Oui, les valeurs ont pas mal augmenté, mais on pense que demain ou après-demain, ce sont les loyers qui vont également augmenter. Moralité, il vaut mieux se positionner aujourd'hui sur des actifs qui ont pris un peu de valeur et qui sont un peu plus chers, mais s'attendre à une explosion des valeurs locatives plutôt que de se positionner dans 3 à 4 ou 5 ans où les loyers auront augmenté et auquel cas on ne pourra pas s'attendre à cette explosion-là. Alors, j'en viens à Activimo. Activimo est la première SCPI entièrement dédiée aux locaux d'activité et à la logistique urbaine. En fait, il faut savoir qu'avec l'essor du e-commerce, on voit que le marché de la logistique se développe et se transforme. Et on se rend compte que les locaux d'activité d'hier seront les entrepôts de logistique urbaine de demain. En effet, les locaux d'activité et les entrepôts de logistique urbaine sont des bâtiments qui ont les mêmes caractéristiques intrinsèques. Et donc, avec l'essor du e-commerce, on a besoin de trouver de nouvelles surfaces. Et ce sont clairement les locaux d'activité qui sont les meilleurs candidats à la reprise de cette activité de logistique urbaine. C'est pour ça qu'on a appelé cette SCPI Activimo. Activimo permet d'investir à la fois sur des locaux d'activité qui pourraient être convertis sur des entrepôts de logistique urbaine et sur de la logistique urbaine à proprement parler. En effet, notre stratégie, c'est d'investir quasi à 100% sur ce secteur-là. On n'a pas mis 100% parce qu'en fait, on peut se permettre d'avoir un peu de diversification si le marché nous obligeait ou si on voulait chercher un peu de valeur.
Mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas puisqu'on est investi à 100% sur la classe d'actifs activité logistique. On cible des actifs de taille inférieure à 20 millions d'euros. Pourquoi? Parce qu'on estime que pour avoir un portefeuille suffisamment diversifié, on ne peut pas se permettre d'acheter des actifs trop chers. Et évidemment, on cherche des baux fermes et de longue durée, puisque l'idée, c'est de cibler du revenu récurrent le plus élevé possible. Aujourd'hui, notre politique de gestion et de dette est la suivante. On n'a pas mis de dette. Pourquoi? Parce que quand on a lancé le véhicule, on voulait prouver qu'on pouvait faire de la perf sans s'endetter. Et il se trouve qu'aujourd'hui, on a un fort développement et on a pas mal de collectes. Et donc, on n'a pas besoin d'aller chercher de la dette pour pouvoir acheter. En revanche, comme on n'est pas stupide, on se laisse cette possibilité-là si on en avait besoin. Et autre élément, comme on ne se contente pas d'acheter des actifs qui sont le plus rentables possible, mais qu'on aime aussi travailler nos actifs, puisque je vous rappelle qu'au départ, on faisait des club deals avec de la recherche de création de valeur, eh bien, on ne s'interdit pas de s'endetter si on doit réaliser des extensions de bâtiments, si on doit faire quelques travaux de grande envergure ou si on doit faire des opérations en VEFA, par exemple. Et enfin, quand on a lancé le véhicule, on avait décidé de privilégier surtout la France parce qu'on considérait que la situation économique le justifiait. Pour autant, là aussi, comme on aime être agile et qu'on aime saisir des opportunités, je suis ravie de vous annoncer que depuis ce mardi, on a fait nos 2 premières acquisitions en Espagne. On a acheté un entrepôt à Alicante et un entrepôt à Madrid, soit un investissement au total de 25 millions d'euros. Donc, oui, Activimo commence à se diversifier à l'étranger et on devrait continuer de nouvelles acquisitions, d'autant que les investissements en Espagne sont pas mal intéressants puisqu'on a remarqué que les taux de rendement étaient un poil plus élevés qu'en France. Donc, cette diversification fait sens compte tenu du portefeuille qui commence à se développer chez Aldoran. Sur Activimo, pardon. Activimo aujourd'hui, alors les chiffres sont 31 mars, mais sans trahir de secret. La capitalisation de la SCPI est plutôt de l'ordre de 550 millions d'euros de capitalisation pour un portefeuille qui avoisine aujourd'hui les 400 millions d'euros, puisqu'on a réalisé plus de on aura réalisé 270 millions d'euros d'investissement depuis le 1er janvier à la fin du mois de juillet. Aujourd'hui, c'est une SCPI qui est accessible dès 6 100 euros, soit 10 parts. Une valeur de retrait qui est à 545,34, ce qui veut dire que les frais de souscription sont de 10,6%. Frais de gestion qui sont de 10%, puisque tous les frais sont hors taxe chez nous. Une valeur de reconstitution qui est de 627 euros, qui fait état d'une plus-value latente d'environ 3 et quelques pourcents. Attention, cette valeur de reconstitution n'est pas tout à fait symbolique de la plus-value latente du portefeuille sous gestion. Pourquoi? Parce qu'en fin d'année dernière, on avait toute la collecte du dernier trimestre qui intervenait et sur la collecte du dernier trimestre, ça fait baisser la valeur de reconstitution puisqu'elle n'est pas prise en compte dans la revalorisation du patrimoine. Délai de jouissance, somme toute assez classique, qui est de 5 mois. Taux d'endettement à 0, je l'ai dit tout à l'heure. Et un patrimoine assez diversifié puisque au 31 mars, on avait 67 immeubles, 51 locataires et 95 baux. En effet, on retrouve parmi nos plus gros locataires le transporteur Jackie Perreno sur 10 sites dans le portefeuille. On retrouve également le transporteur Berre, mais on va retrouver aussi des noms comme La Poste, Alliance Healthcare ou d'autres. Un taux d'occupation financier proche de 100% puisqu'il est de 98,3%, qui sera probablement jamais à 100% parce que parfois on achète des parts d'activité et que sur certains de nos parcs d'activité, on estime que certaines cellules ne sont pas louables. Une WALB plutôt correcte, 5,7 ans, ce qui veut dire qu'on a une durée ferme des baux restants à courir de 5,7, c'est-à-dire qu'on a des loyers sécurisés de 5,7 ans. Et si je reprends nos rendements 2020 et 2021, ils étaient en ligne avec nos objectifs de 6%, puisqu'on a distribué en 2020 6,05 et 6,02 en 2021. Compte tenu de l'intérêt croissant des investisseurs pour la classe d'actifs activité logistique et de la baisse des taux de rendement prime, très clairement, c'est un véhicule qui cible un rendement sur la durée plutôt de l'ordre de 5%. On est doué, mais on n'est pas magicien. Et donc, compte tenu des nouveaux éléments sur cette classe d'actifs, on sera incapable de tenir le 6% dans les années qui viennent. On préfère être très transparent là-dessus. Dernier élément pour cette SCPI, il se trouve qu'au 31 mars, il y avait 40% des revenus de la SCPI qui étaient des revenus financiers. Pourquoi? Parce que parfois, on achète des actifs en direct, mais parfois, on achète des sociétés qui elles-mêmes portent les actifs. Et donc, il se trouve que 40% des revenus de cette SCPI sont plafonnés à la flat tax. Et donc, ça veut dire que pour certains d'entre vous, eh bien, ça veut dire que les revenus sont plutôt de l'ordre de 30%. 40% des revenus sont plafonnés à 30%.
plutôt que la CSG-CRDS plus la tranche marginale d'imposition. Ce qui veut dire que ça peut faire un gain substantiel d'impôt pour ceux qui seraient sur des tranches marginales importantes. Et enfin, pour ceux qui m'ont posé la question, cette SCPI est disponible effectivement en assurance vie chez certains des concurrents, mais elle est surtout disponible pour tous et pour tous les conseillers en gestion de patrimoine dans un nouveau contrat qui est le contrat Prépar-Vie et qui est commercialisé par la BRED. Et donc, ce contrat-là sera ouvert à tous. Je sais qu'on ne communique pas trop sur le sujet. On essaye de maîtriser notre collecte chez Alderan, puisque pour nous, le garantie du succès, c'est d'avoir un pipeline qui est équivalent à notre collecte. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Pauline, pour cette présentation très claire. Donc, on comprend que Alderan, à travers cette SCPI, est positionné sur un marché, un secteur bien dynamique qui est celui de la logistique et qui est un secteur de demain. Thierry, toi, tu vas nous parler de la santé. Quid de la santé? Thierry, je te donne la parole. Je te remercie. Déjà, c'est un secteur qui se conjugue très bien avec les autres. Et je pense que là, vous aurez, personne qui est en contact avec ce webinaire, vous aurez donc une vision assez éclectique du marché des SCPI. Et là aussi, Pierre-Antoine l'a très bien dit, il y a beaucoup de sous-classes d'actifs dans les SCPI. Et on peut tout à fait travailler, de plus en plus d'ailleurs, des conseillers qui travaillent sur ces sujets-là proposent aujourd'hui des allocations qui sont assez transversales sur ce marché avec plusieurs compartiments, par exemple la logistique, par exemple la santé, par exemple le résidentiel, etc. et les bureaux. Donc moi je vais vous parler que de la santé parce que je ne sais faire que ça. Et je vais vous décrire également donc une histoire un peu de rencontre entre différentes personnes, entre les hommes avec un grand H bien sûr, donc qui ont conduit effectivement à s'intéresser à la santé, une rencontre avec un marché qui est en train de se structurer de façon extrêmement importante dans tous les pays, et une rencontre avec des épargnants, parce qu'il y a aussi des attentes de la part des épargnants qui font qu'on a pu être successful sur ce sujet. Il y a eu aussi une rencontre un petit peu bizarroïde, c'est la rencontre avec le Covid, qui a fait qu'à un moment donné, ça a créé des opportunités, des appels d'air sur le secteur de la santé qui étaient plus favorablement choisis par rapport à d'autres classes d'actifs ou sous-classes d'actifs en matière immobilière qui pouvaient être un petit peu chahutées ou en tout cas qui supposaient pas mal d'interrogations. Je pense principalement au bureau où à un certain moment on s'est dit tout le monde va être en télétravail, il n'y aura plus de bureau. Ce qui n'est pas le cas évidemment et heureusement on pourra bouger là-dessus. Alors les éléments clés concernant donc Orial, qui n'est pas forcément très connu parce que c'est plutôt son vaisseau amiral qui s'appelle Pierre Val Santé qui fait sa reconnaissance sur le marché. Donc, c'est effectivement une entreprise qui s'axe uniquement sur le secteur de la santé, qui fait 2 milliards d'euros de capitalisation donc à fin 2021. On est plutôt maintenant à 2,4 milliards, avec une collecte très, très intense, mais, et ça rassure également, le fait que l'on ait pu investir davantage que ce qu'on avait collecté, ce qui montre bien qu'on n'a pas mis le pied sur le frein en disant voilà, il faut réguler cette collecte. Non, on a de quoi investir. Pourquoi? Parce qu'on a tout simplement repoussé les frontières et qu'on est allé faire notre marché, passez-moi cette expression triviale, à l'extérieur du marché domestique. Et nos chercheurs, entre guillemets, ou nos sourceurs, comme on dit dans notre jargon, eh bien, effectivement, essayent d'explorer des nouveaux territoires au-delà même de l'Europe, au-delà en tout cas de la zone euro, et on va faire un petit focus là-dessus. On a 40 000 associés, les porteurs de parts, donc ça montre ici que vous avez donc avec une règle de 3 rapide, qu'on est très ouvert aux particuliers et peut-être un peu moins encore sur les investisseurs institutionnels qui investiraient dans des très grosses parts. On en est très heureux aujourd'hui parce que ça permet aussi de disperser le risque et de répondre aux attentes de chacun des épargnants finaux. La démarche sociétale chez nous est très importante également puisque nous avons donc une démarche en 3 parties, si j'ose dire. La première, c'est de contribuer à cette économie de la santé qui est fondamentale pour tous. On est tous touchés par ça, de près ou de loin, ou on le sera tous. Ça, c'est le premier point. Deuxièmement, on n'achète pas des immeubles n'importe comment, parce que je rappelle qu'on n'achète que les immeubles et pas l'activité en tant que telle, et que ces immeubles, donc, on s'intéresse toujours, on
s'attelle beaucoup à ce qu'il soit développement durable compliant, donc avec la démarche ISR, la démarche ESG, ou maintenant avec cet horrible jargon, mais qui pourtant est très intéressant au plan européen, qui s'appelle l'article 8 SFDR. On va pas entrer dans les détails, je vous rassure. Et tout ça, c'est très important. Et la troisième dimension dans cette démarche sociétale, c'est le fait d'accompagner un institut mondialement reconnu, qui est l'Institut du cerveau, l'ICM, qui est à Paris, et qui poursuit ses recherches avec beaucoup de qualité, beaucoup d'enjeux, beaucoup d'envie également sur les maladies neurodégénératives, alors que par ailleurs, nous allons acheter des immeubles sur des établissements qui accueillent justement des personnes atteintes de maladies neurodégénératives. Donc voilà pour les éléments clés. Deuxièmement, il faut parler également effectivement de la profondeur de marché. Bon, là, un petit peu pour faire de l'autodérision, si j'ose dire. Donc rappelez-vous, dans les années 60, on était dans un baby boom. Forcément, les personnes nées dans les années 60 sont devenues un peu plus âgées dans les années 2020. Donc on est plus à un baby boom. Et inéluctablement, s'il y a bien une statistique qui ne se dément pas, qui est extrêmement lisible dans le temps, c'est la statistique démographique, eh bien on sait qu'on va être dans un dépendance boom dans les années 40. Donc forcément, il y a un marché qui doit se structurer. C'est vrai dans tous les pays occidentaux, alors même si tous les pays n'ont pas la même culture par rapport à la longévité, on peut faire d'ailleurs le terme longévité à vieillissement, que par exemple au Japon, on trouvera très peu de résidences d'hébergement pour des personnes âgées dépendantes. Pourquoi? Parce que au Japon, les différentes générations vivent sous le même toit, et continuent à vivre sous le même toit. Ce n'est pas toujours le cas dans nos sociétés où nous sommes parfois loin de nos bases, en tout cas en termes de... On ne vit pas forcément là où on est né et on ne vieillit pas forcément là où on a vécu également. Donc tout ça, c'est propre à chacune des sociétés et il convient pour nous de nous adapter et d'aller chercher effectivement des territoires d'investissement, voyons-le comme étant des opportunités, mais nous on le voit plutôt comme étant l'équipement nécessaire, indispensable, indiscutable même, de ce marché parce que les besoins sont là, on le voit ici, l'espérance de vie en bonne santé, mais également en santé moyenne, se sont prolongés. Les plus de 85 ans forment une population maintenant extrêmement importante. Aujourd'hui, une femme sur deux qui naît sera centenaire, dans quelques dizaines d'années. Donc tout ça, c'est effectivement très lisible en matière de perspective. Le nombre de centenaires aujourd'hui en France, il est passé à 30 000 et il sera de 270 000 en 2050. Donc on sait forcément qu'il y a des équipements à mettre en place et que le tout État ne suffira pas. Il faudra effectivement l'intervention de l'État, bien sûr, les pouvoirs publics, avec une politique budgétaire orientée vers cela. Il faudra également l'intervention des associations, donc le pouvoir associatif est extrêmement fort, et il faudra également une intervention du privé. Donc ce n'est pas le tout privé versus le tout pouvoir public, non, c'est une conjugaison de tout ça, avec d'ailleurs au cœur de tout ça peut-être un arbitre que seront les territoires, les collectivités locales et territoriales qui seront effectivement des acteurs extrêmement importants dans cette démarche-là. Et en ce qui nous concerne, on est très attaché à la relation avec les territoires tout autant qu'avec les exploitants eux-mêmes, puisque notre marque de fabrique, c'est d'être très proche des exploitants eux-mêmes. Alors, Pierreval Santé, donc, c'est une SCPI qui a montré donc, qu'elle avait rencontré son public. Pourquoi? Parce qu'il y a eu plusieurs phénomènes qui se sont conjugués. Donc, évidemment, ce phénomène, comme on vient de le voir, structurel, qui embarque mécaniquement donc, des besoins d'équipement. Donc, nombre d'établissements se créent aujourd'hui. Il y a eu une accélération, mais qui est plus peut-être une prise de conscience liée donc, à ces 2 années de Covid qui nous ont fait prendre en pleine face la réalité en disant oui, effectivement, il faut qu'on s'occupe de la façon dont on vivra cette longévité. On s'en satisfait, bien sûr, mais d'un autre côté, vivre longtemps, c'est bien, mais en quel état? Et si oui, parce que forcément, on est atteint les uns les autres, ou en tout cas nos proches, par des maladies neurodégénératives ou autre chose, eh bien, il faudra savoir comment on pourra être hébergé, comment on pourra être accompagné dans cette démarche-là. Alors évidemment, ça ne concerne pas que les personnes atteintes de maladies, de handicap, etc. Et ce qu'on va voir tout de suite, c'est la composition justement de notre actif. On a à ce jour 200
actifs pour faire face aux 2,4 milliards dont je parlais tout à l'heure. Ces actifs donc, sont répartis en 3 grandes catégories, ce qu'on appelle le secteur médico-social. C'est là où on y trouvera donc, des résidences seniors, des résidences handicapées, des EHPAD, des établissements dits de co-living, des hôtels hospitaliers, qui sont d'ailleurs souvent des concepts co-living et hôtels hospitaliers qu'on voit assez peu encore en France, et sur lesquels on prétend nous pouvoir justement jouer sur l'importation de ces nouveaux concepts que l'on trouve beaucoup à l'étranger. Je pense à la Hollande, je pense au Royaume-Uni, qui sont plus avancés que nous, et avec des établissements parfois plus humains que ceux dans lesquels on pourrait être investi en France. Sachant que, effectivement, il y a toute cette diversité, et là aussi, même au sein de la santé, comme le disait Pierre-Antoine tout à l'heure, avec les sous-classes d'actifs, on a aussi une vingtaine à peu près de sous-classes d'actifs dans le secteur de la santé. Ce premier secteur médico-social représente à peu près 60%, comme vous le voyez sur le graphique, de nos investissements. On a ensuite le secteur sanitaire, donc là, ce sont toutes les cliniques, les laboratoires d'analyse, les laboratoires de recherche également, qui font partie donc de ce secteur-là. Donc là aussi, il y a beaucoup de choses à faire et beaucoup là aussi de développement que l'on trouve notamment à l'étranger, puisque, on va le voir tout de suite après, donc 72% de nos actifs sont investis à l'étranger, qui nous permet donc justement d'étendre notre terrain de jeu de façon considérable. Le troisième secteur, qui est encore un petit peu plus restreint, puisque le deuxième pesait 30% et le troisième pèse 10%, eh bien ce sont dans la catégorie autre, qu'est-ce qu'on va y trouver? On va y trouver des bureaux, on va y trouver des sièges sociaux, on va y trouver des universités. On a acquis récemment l'université de physiothérapie aux Pays-Bas, dans une ville que je ne saurais pas prononcer, parce que je ne parle pas le néerlandais de façon fluente, mais en tout cas, toujours des actifs, quand bien même ce soit des bureaux, qui soient en liaison directe et exclusive avec la santé. On est vraiment 100% santé. Le deuxième graphique sur la droite du slide montre la diversité géographique et qui est très importante pour nous parce que, un, elle nous permet effectivement d'avoir une profondeur de marché importante, deux, d'avoir des idées pour justement contribuer modestement, humblement, mais néanmoins efficacement, je vous prie de le croire, à l'import de nouveaux concepts. Et au-delà des concepts d'établissement en tant que tel, c'est peut-être aussi le suivi de ces établissements. Évidemment, on pense aux EHPAD, où je vais pas revenir sur le scandale qui a éclaboussé donc, ce secteur-là. On n'est pas, nous, investis sur ni Corian, ni Orpea, etc., parce qu'on est principalement en relation très étroite avec les exploitants, et donc de fait ça nous amène sur des small caps, des petites entreprises, parce qu'on veut connaître évidemment la personnalité de l'exploitant, parce que la qualité d'un établissement de ce type-là, elle tient sur la personnalité de l'exploitant. Et donc nous sommes très très peu investis en France, puisque nous n'avons que 12 établissements de ce type-là en France, et tous les autres sont à l'étranger, où là, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un suivi véritablement régulier sur la qualité d'exploitation de ces établissements, même si effectivement on n'est pas propriétaire des chambres, des résidents, etc., mais simplement des murs, mais évidemment il y a une étroite relation. Et donc la qualité, le suivi de ces établissements est d'une autre nature, et on a véritablement des tableaux de bord qui nous permettent justement de nous guider dans nos investissements. Et ça, pour nous, c'est fondamental. Et on voit d'ailleurs, ça a pu se répandre et ça a pu faire tache d'huile, mais dans le bon sens du terme, en France, puisqu'il y a eu des décisions gouvernementales sur le suivi prochain de 7500 EHPAD dans les 2 ans qui viennent. Donc, on le voit, on est investi en France, évidemment, on ne néglige pas la France, mais aussi sur d'autres territoires. On a beaucoup notamment investi l'année dernière au Royaume-Uni, un peu moins en Allemagne, donc la part de l'Allemagne s'est un peu diluée. Pourquoi? Parce que l'Allemagne, comme la France d'ailleurs, sont des territoires très densifiés, sur lesquels il y a beaucoup de nouveaux intervenants. Et s'il y a des nouveaux intervenants, des appels d'offres évidemment qui sont lancés, alors le vendeur est plutôt dans une position favorable et peut imposer ses prix. Ce n'est pas notre cas. Nous, on veut répondre à un cahier des charges qui est très précis. On veut maintenir également notre qualité, les niveaux d'acquisition pour justement pouvoir dispenser le niveau de rentabilité qui nous intéresse et qui est notre cible. Donc oui, vers l'évolution vers de nouveaux territoires. On s'intéresse notamment aujourd'hui au-delà de la zone euro, c'était déjà le cas avec le Royaume-Uni, au Canada. Rassurez-vous, on gomme le risque de change puisque ce sont les exploitants eux-mêmes qui prennent en charge ce risque-là et avec qui également on a négocié des baux qu'on qualifie de triple net, c'est-à-dire l'ensemble des charges et à leur charge sans jeu de mots.
On peut également donc faire un petit tour d'horizon sur les critères clés de la SCPI. Donc, on le voit ici, 183 immeubles, on est passé à 200 parce que 183, c'était les chiffres arrêtés à fin 2021. De même que 2,2 milliards, on est passé à 2,4 milliards. Diversification sectorielle et géographique, on vient de le voir. Comme je vous le disais, notre ADN, c'est aussi de financer, de contribuer au financement de la recherche médicale. On a déjà orchestré donc plus d'1 million de dons donc, vers l'Institut du cerveau et on poursuit cette démarche avec beaucoup d'envie. On a un taux d'occupation financier qui est très élevé. On n'a pas de mérite parce que sur le secteur de la santé, on a affaire à des locataires qui sont assez peu nombreux d'ailleurs, qui sont à la fois monovalents, une seule activité, et qui sont monolocataires. Donc on a des établissements sur lesquels on a une très très belle visibilité quant à la pérennité de l'encaissement des loyers. Et on sait qu'une clinique, ça ne déménage pas tous les jours. Une résidence senior, ça ne déménage pas tous les jours. Donc, on a cette visibilité, cette lisibilité dans le rendement embarqué qui est intéressante. On voit ici donc un TDVM qui est de 4,80. Alors ça, c'était la loi qui nous obligeait à la réglementation, pardon, qui nous obligeait à diffuser ce taux-là. Et désormais, donc, grâce à l'intervention des professionnels, on peut également diffuser un taux qui serait avec un retraitement de la fiscalité étrangère. Je vous disais à l'instant qu'on était très investi à l'étranger, 72% désormais. Bien forcément, on encaisse des loyers donc, de l'étranger, et vous savez qu'à l'étranger, dès lors qu'on a des conventions bilatérales en matière de fiscalité, eh bien, on paye des prélèvements à la source, et surtout, on est affranchi des prélèvements sociaux. Donc tout ça, évidemment, vient gonfler en quelque sorte le potentiel et le chiffre embarqué de rendement. Et donc, retraité de la fiscalité étrangère, on serait aujourd'hui sur un taux de 5,33, taux d'ailleurs qui pour nous est un élément à maintenir absolument dans le temps. Sur les baux résiduels, Paulina en parlait tout à l'heure, mais là aussi, c'est propre à notre activité dans le domaine de la santé. On a des baux résiduels qui sont bien supérieurs à 16 ans. Les derniers baux fermes que l'on a négociés au Royaume-Uni, en 2021, nous mettent sur des durées de 30 ans fermes. Vous imaginez 30 ans fermes. Donc, on a, en termes financiers, là aussi, une très, très belle lisibilité, d'autant que, quand bien même ce soit au Royaume-Uni, c'est également donc, exprimé en euros et payé en euros. Donc, on a gommé effectivement le risque de change. Enfin, il faut dire qu'au niveau du Covid, ça a été un non-événement en matière de recouvrement de loyer. Donc, le secteur s'est exprimé comme étant extrêmement résilient, performant et résilient, décorrélé également des autres classes d'actifs ou des autres sous-classes d'actifs, donc lui conférant à nouveau et de façon pérenne et dans le futur également, des perspectives extrêmement intéressantes. La diversité sur les pays, l'Europe, bien sûr, notre terrain de jeu principal, avec évidemment la France, mais encore une fois, France, Allemagne sont des territoires extrêmement concurrencés. Donc, on s'échappe un peu de ces territoires parce que les opportunités sont moindres. Et notre but, nous, c'est de ne pas faillir par rapport à la feuille de route de Pierre-Val Santé et d'aller chercher donc des solutions dans d'autres territoires, Royaume-Uni et, comme je le disais tout à l'heure, au Canada également. Donc, une ouverture sans limite en quelque sorte, mais toujours avec la contrainte de bien respecter notre cahier des charges. Et c'est ça qui, pour nous, est extrêmement important, puisque donc on doit effectivement satisfaire au sujet des épargnants qui trouveront également ce véhicule ainsi qu'un autre qu'on a lancé il n'y a pas très longtemps, en assurance vie auprès de quelques compagnies d'assurance. Pauline Cité Prépare, on est également présent avec eux, mais également Spirica, également la Mondiale Partenaire, etc., etc. Donc, une belle envolée à la fois du marché que l'on a accompagné avec des solutions qui, encore une fois, sont structurellement extrêmement importantes, nécessaires pour notre société. Et cette dimension sociétale à 3 volets qui est extrêmement importante. Contribuer à l'économie de la santé, à notre faible niveau peut-être, mais déjà on y contribue largement. Également être dans une démarche développement durable et enfin favoriser, orchestrer les dons automatiques et volontaires vers l'Institut du cerveau pour qu'on soit véritablement un acteur pleinement et entier sur ce domaine-là, avec notre baseline qui aujourd'hui d'ailleurs est Orial, le profit seul n'est rien, parce que pour nous c'est un partage de valeur. Parfait, merci beaucoup Thierry pour cet éclairage très intéressant sur la santé et Pierre-Val Santé en particulier. Pierre-Antoine, c'est à toi sur Iroko.
Parfait, je vais essayer d'être rapide puisqu'il est déjà 12h15. Donc, quelques mots sur Iroko très rapidement. Iroko, c'est une société de gestion qui est la plus jeune au final représentée aujourd'hui, puisqu'elle a à peu près 2 ans. Elle a été créée par des personnes qui historiquement, sur la même classe d'actifs qu'Alderan d'ailleurs, qui ont fait leurs premières armes sur la logistique. C'est trouvé le moment où, à force de plutôt bien réussir sur le marché, la question de faire rentrer des investisseurs à leur côté, famille, amis, proches. Et en fait, quel est le véhicule, si ce n'est la SCPI, qui permet d'accueillir le plus grand public? Ça a été dit par Pauline notamment. C'est la SCPI. Donc, pour faire une SCPI, il faut être société de gestion, d'où la création d'Iroko. Iroko a une particularité, c'est qu'elle, même plusieurs particularités, mais notamment, c'est qu'elle elle a un institut à ses côtés qui est Euraseo, qui croit beaucoup au projet. Et ça nous a donné évidemment les moyens de notre ambition, puisqu'aujourd'hui, on est déjà 30 collaborateurs, avec une grosse partie immobilière et une particularité autre qui est le pendant tech de Iroko, puisqu'on a une dizaine de développeurs qui travaillent tous les jours à l'amélioration de l'expérience utilisateur. Je pense que les équipes de Grisby ne diront pas le contraire, puisque tout cela se fait évidemment 100% en ligne. Maintenant, si je zoome particulièrement sur la SCPI, donc Iroko Zen, qui est le premier fonds qu'on a lancé, est une SCPI qui se dit usage de demain. Alors, c'est un peu pompé, un peu pompeux, excusez-moi du terme. Mais au final, ça explique bien, ça illustre bien la thématique de gestion. Déjà, on a une grande force, c'est qu'on n'a aucun héritage avec lequel composer. On s'est créé en plein Covid, dans une période chahutée, clairement, où l'immobilier s'est transformé. En tout cas, les usages faits dans les actifs immobiliers se sont transformés. Effectivement, Thierry a parlé de bureau. Le bureau n'est plus le bureau d'hier, dans le sens où, à l'époque, tout le monde voulait un immeuble de bureau de 20 000 m² avec toutes les fonctions d'une même entreprise dans un seul lieu. Aujourd'hui, c'est plus du tout le cas. Les immeubles bureaux qui sont recherchés sont des bureaux à taille modeste, bien placés dans les villes pour les fonctions de direction et commerciale. Iroko Zen est une SCPI diversifiée qui a vocation à accompagner les tendances actuelles, donc, c'est-à-dire les transitions générationnelles, démographiques et digitales. On est diversifié d'un point de vue sectoriel comme géographique. En revanche, on sous-pondère et on surpondère certaines classes d'actifs en fonction de nos convictions de marché. Donc, typiquement, aujourd'hui, on fait très peu de bureaux. Uniquement, on n'a que 15% de bureaux à date en portefeuille et uniquement du bureau à taille modeste dans des villes de taille moyenne dynamique et quasi exclusivement étatique. Je m'explique. On cherche des locataires État qui nous permettent de s'écarter de tout facteur exogène dû au Covid notamment, à la crise en Ukraine, etc. Parce que quand vous avez un locataire étatique, forcément, vous êtes plutôt tranquille sur vos flux. Donc, qu'est-ce qu'on a acheté? On a acheté du Pôle emploi, on a acheté le ministère de l'Immigration en plein cœur de Madrid. En revanche, on fait davantage de commerce. Alors, pas tout type de commerce. On se concentre uniquement sur du commerce alimentaire. Donc, on a acheté du supermarché jusqu'à aujourd'hui en France, en Espagne, en Allemagne et très récemment en Irlande avec un Tesco. On fait également du commerce avec une activité santé, alors dans une moindre mesure évidemment que Rial, santé, éducation. Donc on a acheté une crèche, on a acheté la polyclinique d'Aubervilliers récemment, on a acheté une pharmacie, on a acheté des maisons médicales et enfin on a une surpondération parce qu'on a des convictions communes avec nos amis d'Alderan sur la logistique entrepôt puisqu'on a à peu près 50% du portefeuille sur cette classe d'actifs. On a une particularité de gestion, c'est qu'on est dans le très granulaire, puisqu'on achète des actifs entre 1 et 20 millions d'euros max. Donc, c'est painful. Il nous faut travailler autant pour acheter un actif à 3 millions d'euros qu'un actif à 50 millions d'euros. L'avantage, c'est qu'on est moins face aux asset managers traditionnels, en concurrence en tout cas, et qu'on peut être plus agressif en termes de prix, en termes d'offres, que sur un marché très concurrencé. Et au final, quand vous vous adressez à un investisseur privé qui vous vend l'actif, effectivement, vous n'avez pas le même jeu de négociation qui s'entend versus un institut qui vous vendra un actif. Je l'ai dit tout à l'heure, on est diversifié sur plusieurs classes d'actifs, mais également donc géographiques. On a acheté en France, en Espagne, en Allemagne et en Irlande, très bientôt aux Pays-Bas. Aujourd'hui, les pays qui nous plaisent le plus, entre guillemets, c'est l'Espagne. Ça a déjà été dit. Effectivement, l'Espagne a connu un désamour qui n'est pas tellement justifié ces dernières années. Et on peut encore aller chercher du rendement sans se faire mal sur la localisation, en étant dans des grandes métropoles.
ce qui est beaucoup moins le cas avec l'Allemagne. Rappelez-vous, je vous ai parlé de décorrélation des marchés. L'Allemagne est un marché qui est depuis quelques années maintenant extrêmement cher, qui en plus a la particularité d'être adressé à la fois par des institutionnels comme par des privés qui ont l'habitude d'acheter de l'immobilier d'entreprise en tant que privé. Donc c'est très cher, on ira peu. Et dernier point, avant de rentrer dans le cœur de la SCPI, on a une politique d'amélioration des immeubles que l'on pilote au travers du label ISR. On a mis en place en fait une cagnotte qui n'existe sur aucune autre SCPI pour le moment. Je m'explique, c'est qu'on a un objectif de rendement long terme de 5,50. Et dès lors qu'on va au-delà de cet objectif de rendement, il y a minimum 20% de l'équivalent de l'excédent de performance qui partent automatiquement à l'amélioration énergétique des bâtiments et qui nous permettent, donc qui nous forcent en fait à faire des travaux ISR et à suivre l'évolution justement du décret tertiaire. Maintenant, si je zoome sur la SCPI, elle a été lancée en novembre 2020, elle a beaucoup grossi. Aujourd'hui, on compte un peu plus de 120 millions d'euros de capitalisation. Alors la présentation est déjà périmée puisqu'on a acheté 2 actifs hier, mais on a 35 actifs à date. On a, pour revenir sur les mêmes chiffres présentés par mes confrères, une durée des baux jusqu'à leur terme de plus de 11 ans, quasiment 12 ans, et une durée avec break, j'ai mis une petite faute, c'est pas 100%, c'est 10 ans, donc qui est extrêmement longue et qui sécurise effectivement sur le flux. On a un taux d'occupation financier de 100%, donc il y a eu un petit couac là dans ma présentation, toutes mes excuses. Et en fait, ça a été échangé avec le taux d'occupation physique qui n'est pas heureusement de 9,6, mais qui est de 99%. On a une LTV de 20% et on essaie, avec nos meilleurs efforts, de profiter, je le disais tout à l'heure dans le point marché, des effets du crédit pas encore très cher pour augmenter notre ratio d'endettement. Et on aimerait le passer effectivement à 30. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'on est très diversifié donc, de manière géographique et sectorielle et qu'au final, on investit sur ce qui fait la richesse, l'ensemble de la richesse des villes, de l'entrepôt à la crèche, en passant par les hôpitaux et les bureaux et les commerces, évidemment. Particularité de la SCPI, on n'a pas de commission de souscription, donc la valeur d'achat égale à la valeur de retrait. Donc c'est vrai que c'est un changement de paradigme assez total sur la SCPI, puisqu'historiquement, le marché de la SCPI présente 10% de frais de souscription. Le but, c'est pas d'opposer les deux mondes, hein, c'est 2 modèles différents. Juste pour l'investisseur, évidemment, c'est un changement parce que l'investisseur va pouvoir consommer son investissement comme il le fait sur un OPCVM classique. Si ça lui plaît, il reste. Si ça ne lui plaît pas, il a la liberté de s'en aller. On est accessible à partir de 5 000 €, personne physique, personne morale, NuPro, PleanPro, démembrement viager, et tout ça 100% en ligne. Ça fait partie de notre proposition de valeur. Tout se fait en ligne, on n'a aucune souscription papier. En termes de jouissance, on est au premier jour du 4e mois. Donc on a un délai de jouissance qui est extrêmement court. On distribue mensuellement les dividendes. Je vous ai parlé de la capitalisation, on est à 120 millions d'euros et aujourd'hui on collecte beaucoup. On collecte à peu près 15 millions d'euros par mois. Et en termes de performance, notre objectif de rendement long terme, c'est 5,50. L'année dernière, en 2021, on a servi un taux de distribution à nos épargnants de 7,10%, ce qui nous a placé en tête des performances du marché. Alors, on a eu un emploi ressources qui était absolument parfait parce qu'on était en pleine phase d'accélération et on a extrêmement bien géré nos acquisitions. Maintenant qu'on est plus gros, c'est là où on va nous attendre au tournant. Évidemment, il va y avoir une petite érosion du rendement, mais on est très confiant pour viser un objectif non garanti à ce stade, évidemment, de plus de 6,50% pour cette année 2022. Parfait. Merci beaucoup Pierre-Antoine, merci à tous les trois, c'était vraiment passionnant et très intéressant d'adresser les différents secteurs sur lesquels vous intervenez, que ce soit la logistique, la santé ou côté Iroquois de manière plus diversifiée. En tout cas, sachez que chez Grisby, ce sont 3 SCPI qu'on affectionne tout particulièrement et bravo pour la qualité de votre travail et puis la présentation du jour. Vous avez réussi à répondre à de nombreuses questions qui ont été posées au cours de vos interventions. Donc, on ne passera pas plus de temps tout de suite parce qu'effectivement, le temps passe, comme tu l'as signalé, Pierre-Antoine. Simplement, un petit point on a une question sur l'acquisition à crédit, c'est possible. De manière globale, nos conseillers chez Grisby sont là pour répondre à vos questions autour de ces solutions en fonction de votre situation propre, de vos besoins et puis voilà, de ce que vous pouvez rechercher. Toute l'équipe Grisby est à vos côtés pour aller plus loin dans vos réflexions. Et par ailleurs, comme vous le savez peut-être, vous aurez accès à ce webinaire en replay
très prochainement, donc vous pourrez le revoir quand vous le souhaitez et le partager à des proches qui sont susceptibles d'être intéressés aussi par la thématique qu'on a adressée aujourd'hui. Je vois qu'on a plusieurs mots de remerciement que je relais à nos intervenants. Merci à tous et à très bientôt.